Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à la jeunesse puisque les saisons de Formule 2 et de Formule 3 ont livré leur verdict. Like et abonne-toi si tu aimes mon contenu, on fait un point sur les talents de demain. Comme vous pouvez vous en douter, il y a énormément de choses à dire, alors on va commencer par le commencement en félicitant le champion F2 2022, Monsieur Felipe Drugovich, brésilien, 22 ans et digne successeur à présent de Piastri, Schumacher, De Vries, Russell et Leclerc. Sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire sur sa saison tant elle a été parfaite. Non seulement il a démontré qu'il avait l'une des meilleures pointes de vitesse, avec 4 pole positions, 5 victoires, donc quand même 4 en course longue, mais en plus il a affiché une régularité incroyable avec un nombre effarant de top 5. Je crois qu'il n'en est sorti que 8 fois en 23 courses. C'est incroyable. Au passage, oui, je sais, la saison de Formule 2 n'est pas terminée, mais bon, je me dis qu'après 13 meetings, on commence à savoir ce que valent les uns et les autres, les 2 premières places sont déjà jouées de toute façon, et faire 4e ou 6e à la fin en général, ça changera peu de choses dans l'analyse, donc je me permets de faire le bilan maintenant, parce que ce meeting tout seul dans 3 mois à Abu Dhabi, c'est un finish bien moche à mon sens. Mais revenons à Drugovich, dont la capacité à rester hors des ennuis, la solidité et la régularité m'ont impressionné. On avait tous eu un coup de cœur pour lui en 2020, d'autant plus que c'était assez inattendu vu qu'il n'avait scoré que 8 points en F3 en 2019, mais en 2021 il s'était perdu chez Univirtuosi, un peu dommage. Tout a été dit sur Drugo, saison absolument exceptionnelle, bravo. Il vient de signer dans l'académie Aston Martin, il aura sûrement un rôle à la 3e pilote. Pour l'instant, je ne vois pas de siège de Formule 1 se libérer pour lui et je n'y vois pas là forcément un scandale. Est-ce qu'il touchera à la F1 un jour? Ça, c'est une question compliquée, dur de répondre. Obligé également de dire un mot sur Théo Pourchaire, et je vais répéter ce que j'ai déjà eu l'occasion de développer récemment. Sa saison n'est pas assez convaincante pour être champion et pour passer directement en Formule 1, mais elle reste bonne et empreinte de beaucoup de malchance. Les critiques à son encontre sont donc à mon sens un poil trop dures. Malgré tout, il est vrai qu'on était en droit d'en attendre un petit peu plus. C'est loin d'être la saison qu'on imaginait, il sera le premier à le dire. Il a trop peu marqué ce championnat de son empreinte, commis également quelques bévues et montré des failles dans son comportement en peloton et son approche. C'était pas l'année qu'il lui fallait et qu'on espérait. Mais voilà, il n'a aussi que 17 ans, c'était le plus jeune du plateau, il fait 2e de ce championnat, on sent qu'il a un truc en plus. Doucement, c'est pas non plus une catastrophe. Maintenant, il va falloir être très bon en rôle de 3e pilote chez Alfa Romeo, être excellent dès qu'on le mettra dans la voiture pour des tests, essayer de s'imposer et espérer que Sauber l'aime vraiment et veuille le mettre sur le devant de la scène un jour. Peut-être que le plus dur commence, une phase de sa carrière qui se passera dans les coulisses, hors de la piste. Pour moi, Pourchaire et Drugovich ont quand même été un petit ton au-dessus des autres dans cette saison de Formule 2. Il y avait un truc un peu spécial qui se dégageait d'eux et pas des autres. Le seul qui peut vraiment prétendre à rejoindre cette catégorie, c'est Logan Sargent, 3e du général, et qui à un moment donné a été candidat à un siège en Formule 1. Je l'avais adoré en Formule 3 en 2020, mais ensuite personne ne lui a fait confiance. Enfin, en F2, il a commencé de manière discrète, mais à la mi-saison, il s'est imposé comme un des hommes forts, gagnant 2 courses longues consécutives. Malheureusement, il finit quand même clairement moins fort la saison, ce qui le fait retomber un peu dans l'anonymat, et au final, son bilan pourrait être un petit peu moins clinquant. J'ai donc encore du mal à l'évaluer, mais je trouverais quand même qu'une montée en Formule 1 dès maintenant, elle serait un petit peu généreuse, même si je comprends l'idée qu'aurait Williams en faisant ça. Voilà, je manque encore d'éléments pour être totalement emballé sur une carrière en Formule 1 pour Logan Sargent. Ensuite, j'ai créé une catégorie que j'appelle prometteur, ça jouera le titre en 2023, dans laquelle je place 5 ou 6 pilotes. On y retrouve d'abord Jack Doohan, rookie cette saison et qui compte 3 pôles, 3 victoires et 6 podiums. Sa progression a vraiment été cool à observer et il est déjà l'un des plus forts, mais à mon sens, c'est encore un petit peu court pour la F1. Vu le contexte d'Alpine, ce serait pas bête de le mettre en Formule 1 dès 2023 pour qu'il apprenne directement dans le dur. D'ailleurs, il va faire un test en Hongrie, preuve qu'il fait partie des candidats,
Mais dans la logique des choses, je trouve ça encore un petit peu trop court, je l'aurais laissé en F2 une deuxième année, où là, il serait l'un des favoris pour le titre, parce que Jack Doohan s'est bien monté en puissance, et il y a de très très belles choses dans ce pilote. Il en va de même pour Denis Sauger, le champion F3 2021. Vu son talent et ce qu'on sait de lui, il sera un des patrons la saison prochaine. Mais attention, si j'ai vu de très bonnes choses par instant comme d'habitude, j'ai aussi vu beaucoup trop de ratés et de contre-performances. Il y a un petit coup d'arrêt pour Denis Sauger. Alors, il mérite clairement une deuxième saison, mais on peut presque dire que la première est décevante. Et attention, le train Red Bull est très chargé, faudra pas se rater. Ayumu Iwasa en est la preuve, le japonais a très vite détonné dans cette saison un peu morne avec son caractère offensif et son style décalé. Le parallèle avec Tsunoda est assez clair et facile à établir, un talent brut japonais qui arrive direct de la F2 à la F3 sans nous avoir choqué en Formule 3 et qui est un vrai talent qui demande à être poli. Aller chez AlphaTauri maintenant en 2023, ça n'aurait pas trop de sens en l'état, donc lui aussi s'est rangé dans la catégorie des favoris et des pilotes très attendus en F2 2023. J'ajoute aussi là Frédéric Vesti, le protégé Mercedes, qui a toujours été plutôt très bon, mais qui avait un petit peu calé en Formule 3, ne parvenant jamais à faire mieux que 2 fois 4ème, et sans jamais réellement nous impressionner. Là, il a plutôt très mal démarré, mais depuis le premier tiers du championnat, il monte en puissance jusqu'à être devenu un des leaders du plateau, très fort en qualif et capable de scorer dans les 2 courses. En dehors de Drugovich et Pourchaire, c'est peut-être celui avec Doohan qui m'a le plus séduit et plu. Je l'attends très très fort l'an prochain. Et Mercedes pourrait commencer à avoir un problème car si jamais il gagne la F2, est-ce qu'ils vont lui trouver une place en F1 ? Attention, faut commencer à réfléchir à Vesti si Toto Wolff voit en lui un grand talent. J'ai également une pensée pour Enzo Fittipaldi, bien que ses résultats ne décollent pas depuis son titre en F4 italienne en 2018, bien que je ne pense pas qu'on soit en présence du crack de la décennie et que je doute qu'il puisse arriver en F1 un jour, je dois dire que ça a été un des meilleurs pilotes de cette saison et un de ceux qui m'a fait le meilleur sentiment. Le petit requin a un vrai coup de volant et sort de sacrées performances au volant de sa moyenne charouse, je l'aime beaucoup et sur la grille 2023, il fera un beau concurrent. Enfin, j'hésite à rajouter là Liam Lawson car on sent le potentiel, il est constamment dangereux et il va certainement finir 4ème ou 5ème de ce championnat. Malgré tout, pour une deuxième saison, je reste un poil sur ma faim, surtout quand on connaît l'exigence d'Helmut Marko, on se dit qu'il n'en a pas forcément fait assez. Je l'inclus quand même de justesse en l'imaginant se battre pour le titre l'an prochain avec les collègues que je viens de citer. Allez, nouvelle rubrique à présent, cette fois-ci consacrée aux pilotes qui, selon moi, ont fait leur temps dans la catégorie. On commence avec Jehan Daruvala, qui mine de rien fait une bonne saison et a gagné la dernière course longue, la preuve, impossible de dire qu'il a été mauvais, mais pour une 3ème année, ça reste trop peu. Surtout quand on voit l'exigence qu'on a placée en Pourchaire et le fait qu'un Drugovich n'arrive pas à trouver un volant malgré sa saison. En plus, c'est un pilote qui ne m'a jamais transmis vraiment grand chose et je ne le vois pas du tout arriver en Formule 1 un jour. Je ne vois donc pas l'intérêt d'une 4ème saison. Même constat pour Juri Vips, alors lui j'y croyais à une époque, mais entre la Super Formula, le Covid, 2 saisons et demie de Formule 2 peu convaincantes et la triste affaire le concernant, je crois malheureusement que son heure est venue. On tourne aussi la page Marcus Armstrong, très bon pilote, auteur de résultats ponctuellement intéressants, vice-champion de F3 2019, mais qui s'est fait mettre à l'amende par ses copains Schumacher, Aylott et Swartman depuis déjà longtemps, et qui pour une 3ème année a donné bien trop peu. Ensuite, même si je les aime bien et que je trouve qu'ils font pas forcément tâche vu leur statut de pilote peu attendu, je pense qu'on en a vu assez de Richard Verschoor et de David Bergman. Ce ne sera jamais assez pour jouer les premiers rôles en Formule 2 et encore moins pour espérer une promotion en Formule 1. Il y a un coup de volant chez eux, c'est sûr, surtout chez Verschoor à mon sens. Mais voilà, la F1 c'est mort, et à choisir, je me dis qu'il y a plein de potentiel à tester en Formule 3, ils sont déjà là depuis 2 ans. Enfin, il va de soi que Ralf Boschung, 25 ans et 80 Grands Prix de Formule 2, Roy Nissany, 27 ans, 91 Grands Prix, Marino Sato, coéquipier invisible de Doohan, dont c'est déjà la 3ème saison, Amaury Cordil, 0 points en Formule 3 l'an dernier, et plus de courses de suspension que de bonnes performances en Formule 2, ainsi que Callan Williams et Oli Caldwell,
Tout ça, si on suit une logique sportive, ça ne doit plus être là en 2023. C'est fini, on fait de la place sur ce plateau, on essaye de le rendre le plus compétitif possible. Enfin, pour être complet sur la Formule 2, un mot tout de même sur Clément Novalak, qui au final aura été une vraie déception. Il sortait d'une magnifique 3ème place en Formule 3 et il était au volant d'une voiture qui a amené Drugovich au titre. Malheureusement, il n'a absolument pas existé, il était constamment dans les dernières positions, sans solution. C'est presque comme s'il avait été décroché du niveau de la Formule 2, c'est vraiment bizarre. On va quand même nous laisser une 2e saison pour qu'il nous prouve que ce n'était qu'un bug, comme certains en ont déjà eu. Prenez Douane par exemple, qui a la cote en ce moment et qui pourrait obtenir un siège en Formule 1, il y a 2 ans, il a fait 0 points en Formule 3. Le genre de rédemption qu'on souhaite à Novalak. Passons à présent à la Formule 3 et honorons là aussi le champion. En plus, il est français. Félicitations à Victor Martins, 22 ans. Et après son titre en Formule Renault en 2020, il a parfaitement désormais relevé le défi Formule 3 après déjà une très belle première saison l'an dernier. Non seulement il a été parmi les meilleurs en termes de rythme et de vitesse pure, mais en plus il a été le plus propre, le plus régulier et le plus mesuré de tous. C'était pas une domination, mais il faisait partie du haut du panier et dans cette Formule 3 à 30 pilotes et aux multiples rebondissements, il a su être celui qui s'en sort à la fin grâce à une panoplie plus complète que les autres et une saison de bout en bout assurée avec un dernier meeting où il a fait ce qu'il fallait, même si au final le titre se joue pour quelques millièmes après la pénalité. Bravo, il est clair à présent que son avenir doit être en Formule 2, ce serait honteux s'il n'y accédait pas, surtout avec le soutien d'Alpine. Après, pour ce qui est de son avenir à plus long terme, j'avoue que j'ai encore du mal à y réfléchir et à me faire une idée très claire, la piste parlera. On reste du côté français et on applaudit la sensation de la saison, Isaac Hadjar. Nous, on le connaît déjà depuis un moment, mais après une excellente FRECA l'an dernier, il a refait des siennes. Vainqueur dès sa première course, personne ne s'est imposé plus que lui au total sur la saison. Pour son âge, 17 ans, il fait preuve d'une maîtrise, d'une intelligence et d'une maturité bluffante. Helmut Marko en face son chouchou en dit long. Mais bon, au final, ça a un petit peu moins bien terminé. Il ne finit que 4ème du général alors qu'il jouait le titre. La faute d'abord à de la malchance, une panne en qualif à Spa, mais aussi à une erreur, sa seule de la saison, mais elle est grosse, elle est importante, elle est au pire moment, dans la qualif à Monza. Ça montre qu'il a encore des étapes à valider avant d'espérer aller au tout haut niveau, et que chaque étape est un nouveau défi. Mais bon, il a pris 123 des 150 points d'high-tech cette saison. Je trouve ça extrêmement parlant. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve en Formule 2. On le sait, il y a potentiellement une place à prendre dans le giron Red Bull en vue de la Formule 1 dans 1, 2, voire 3 ans. Et Isaac peut la saisir, on l'espère. On reste dans le positif avec les hommes forts de ce championnat et dans ce lot-là, comment ne pas évoquer Oliver Biermann. À 17 ans, l'anglais était un rookie et il m'a complètement impressionné. Pour moi, c'est mon coup de cœur de toutes les catégories juniors cette saison et je considère que depuis Spa, c'est l'homme le plus fort en Formule 3. Après ses 2 titres en F4 allemande et italienne l'an dernier, il a plus que réussi sa montée en gamme. Attention à ce jeune homme supporté par Ferrari. À titre personnel, c'est celui sur lequel je mise le plus pour l'avenir. Son palmarès est déjà énorme et son coup de volant incroyable. En comparaison, ses coéquipiers en ressortent un petit peu abîmés, notamment, surtout Arthur Leclerc, dont c'était déjà la 2e saison et qui aura bientôt 22 ans. Attendu comme favori au titre, voire comme le favori dans sa préma, il n'a jamais réussi à endosser ce statut. La pointe de vitesse est clairement là, c'est pas le souci, on a encore vu de nombreuses remontées. Mais en qualification, c'est beaucoup trop loin du compte et les erreurs sont beaucoup trop importantes. Comptablement, il n'est pas largué, on peut pas dire que ce soit un mauvais pilote et qu'il fasse une mauvaise saison, loin de là évidemment, mais 6ème on peut considérer que c'est décevant et loin pour un pilote qui devait potentiellement être champion. Et quand on prend en compte l'impression laissée, ouais, c'est pas assez. C'est limite un peu ric-rac pour la F2. Crawford, lui, avait très bien démarré, mais s'est un peu écroulé sur la durée et termine finalement assez loin. Il y a quand même une petite différence avec le groupe des tout meilleurs.
En plus, lui, c'était sa deuxième saison, Isack Hadjar a clairement pris le pas sur lui dans le duel interne chez Red Bull. Reste que j'aimerais quand même le voir en Formule 2 maintenant, parce que je crois au talent et que c'est la suite logique de sa progression, autant aller le tester face aux meilleurs. Partons désormais du côté des Tridents, toujours des voitures redoutables en Formule 3, pour parler de celui qui, après un logique temps d'adaptation, a fini très fort, a gagné les 3 dernières courses longues, excusez du peu, terminé deuxième du général à un souffle du titre, le Barbadien Zayn Maloney. Il avait déjà été excellent en FRECA l'an dernier, là c'était encore plus fort, et donc il se fait une place dans le cercle fermé des jeunes les plus prometteurs. Je vous avoue qu'il m'avait déjà fait une bonne sensation l'an dernier, notamment sur les conseils d'Isack Hadjar, qui nous en avait souvent parlé en live, mais là il m'a bluffé, et je pense qu'il a dépassé les attentes d'absolument tout le monde. Lui aussi doit passer à l'étape supérieure, car la case F3, il l'a déjà validée, c'était surprenamment bon, et on ne demande qu'une chose, être encore surpris l'an prochain. On n'oublie pas non plus Roman Stanek, le Tchèque finit 5ème avant tout grâce à une impeccable régularité. Ça manquait peut-être de haute performance et d'impression forte, mais alors qu'est-ce que c'était solide. Voilà pour les leaders, vous avez vu qu'en termes de points, c'était très serré à la fin. Pour autant, dans l'impression et dans les parcours, les analyses diffèrent. Maintenant, on peut s'intéresser aux autres. Je commence avec Caio Collet qui m'embête un petit peu car il est dans une sorte d'entre-deux. D'un côté, une nouvelle fois, j'ai revu un talent brut, une vraie science du dépassement, de l'envie, de l'agressivité en piste. Mais d'un autre côté, c'était un petit peu trop brouillon encore une fois, il n'a pas la maîtrise, il n'a pas la régularité. Et puis, ça reste à la fois comptablement et en termes de performance très loin des hommes forts du championnat. Comptablement et dans l'impression, il y a quand même un fossé. Lui qui avait toujours été battu de peu par Victor Martins depuis plusieurs années, bah là, on sent que Victor a passé un cap que lui n'a pas réussi à accrocher. On va lui donner une 3e saison en Formule 3 et je suis sûr qu'il y fera de très belles choses, mais bon, là il aura l'obligation d'être à minima sur le podium et je pense qu'en fait il a un petit peu déjà laissé passer son train parce qu'il y a trop de monde devant lui. Au rayon des déceptions, il nous faut citer Grégoire Saucy, le Suisse imbattable champion FRECA 2021, qui a été tout simplement inexistant. Hormis une 3e place sur la première course longue, il n'a quasiment rien fait derrière, et il termine 15e du général, alors que son coéquipier Martins a été titré. Une vraie saison à vide, et c'est assez surprenant vu la maîtrise dont il avait fait preuve dans la catégorie inférieure. Lui aussi, on va espérer qu'il se reprenne en 2023, qu'il montre que ce n'était qu'un bug d'une année. Et mine de rien, s'il est encore là l'an prochain, il sera de facto un de mes favoris. Mais j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi, alors que l'an dernier, il m'avait complètement emballé. On peut également parler de l'Espagnol Pepe Martí, seulement 2 points inscrits pour celui qui a été la révélation de la F3 Asie l'hiver dernier. Il m'avait complètement séduit, et bien là, rien du tout. Ça me surprend et ça m'attriste un peu car je l'ai absolument pas reconnu, mais bon, en même temps, on en attendait peu de choses, il court avec une voiture de fond de grille, voilà, doucement, il a aussi que 17 ans, j'aimerais bien le revoir l'an prochain, pourquoi pas aux côtés de Sébastien Montoya, lui aussi qui a été en Formule 3 Asie l'hiver dernier, qui m'a bien plu, qui est venu faire un meeting de F3, qui a été très bon, voilà, ça peut être des hommes qui l'an prochain jouent les avant-postes. Je passe ensuite rapidement sur des pilotes comme Correa et Smoliar qui ont été bons, voire plutôt très bons par l'instant, mais quand même loin de la tête et qui, de par leur parcours à tous les deux un petit peu cabossés et leur âge avancé, ne sont plus vraiment des grands espoirs, des grands jeunes à fort potentiel. On cite aussi l'atypique Kouchmaini qui m'a surpris, il sort un peu de nulle part. Voilà, lui aussi, je veux le revoir l'an prochain, voir s'il arrive à s'aguerrir et à passer le step supérieur. Et on a une pensée pour Johnny Edgar, un talent de Red Bull, qui a montré des choses pas mal, mais dont l'année a été complètement gâchée par une maladie. Dommage, le train est passé. Allez, pour finir, 2 petits coups de cœur sur une grille de Formule 3 qui finalement, en dehors des grands hommes de ce championnat, n'en compte pas beaucoup. Je cite Franco Colapinto et Zach O'Sullivan, les 2 seuls talents un peu inattendus et plaisants qui ont réussi à se faire une place au milieu des leaders. Ça reste encore peu, surtout sur la globalité, mais c'est monté en puissance sur la fin, surtout pour Colapinto. Pour un premier jet, c'est intéressant. J'en fais d'ores et déjà de bons outsiders, ou en tout cas de bons candidats pour la saison 2023. On les garde de côté.
Et enfin sur le reste du plateau, il n'y a plus grand chose à dire, je vais pas une nouvelle fois rediscuter du manque de qualité sur les places de fond de grille, c'est un petit peu le défaut, le point noir de la Formule 3, 30 pilotes c'est peut-être un petit peu trop, ça vient souvent gâcher le scénario des courses avec des safety cars pour des pilotes qui sont accrochés en fond de grille parce qu'ils sont pas assez bons, c'est dommage. Au passage, dans les points noirs, on rajoute la gestion de la toute dernière course avec ce drapeau rouge, finalement cet arrêt de la course alors qu'on était 5 heures avant la course de F1, cette tergiversation au moment d'annoncer le champion. Voilà, le finish a été bien moche et c'est dommage car c'était une saison de Formule 3 absolument splendide et géniale à suivre. Allez, avant de vous quitter, j'en profite pour vous donner ma grille de Formule 2 2023 idéale. Pour moi, elle doit absolument comporter Doohan, Auger, Iwasa, Vesti, Fittipaldi, Martins, Hadjar, Bierman, Maloney, Crawford et pourquoi pas une Jamie Chadwick qui encore une fois domine la W Series. À un moment donné, faut la tester dans la catégorie junior. Bref, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis sur la saison de Formule 3, sur la saison de Formule 2, sur les pilotes individuellement, sur l'avenir, sur tout ça. Allons-y, on parle des jeunes, c'est le débat. Et comme d'hab, vous le savez, je vous réponds en commentaire et on en discute. Allez, sur ce, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui trouve honteux que Ferrari ne soit même pas dans le top 10 du classement de la Formule 2 et de la Formule 3. Faudra lui expliquer le principe. C'est pas grave. À bientôt.